Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas Leb, je suis un ancien doctorant du CEA-Leti et du laboratoire Jean Kunstmann à Grenoble, où j'étudiais des méthodes d'optimisation topologique pour la conception de composants nanophotoniques. Et donc, comme l'a dit Stéphane Lantéry, je suis actuellement en post-doctorat dans son équipe sur le projet ANR Opera, qui a pour but l'étude des métasurfaces et notamment la mise en place de nouvelles méthodes d'optimisation pour ce type de structure. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie des recherches que j'ai commencé à mener depuis le début de l'année sur cette thématique d'optimisation, en collaboration notamment avec Patrice Genevet du Centre CREA du CNRS, ainsi qu'Agnès Morel et Kim Pham de l'ENSTA et de l'ESPCI. Et donc, ma présentation aujourd'hui va concerner une méthode d'optimisation pour les métasurfaces. Alors, je dis optimisation, mais en réalité, la majeure partie de cet exposé sera focalisée sur l'utilisation de méthodes d'homogénéisation pour simplifier la stimulation de ces structures, et c'est seulement en conclusion que je montrerai des applications pour l'optimisation. Et puis avant de commencer, je voulais déjà m'excuser par avance pour les chercheurs du laboratoire POEM ou pour ceux qui étaient présents à la conférence Jeunes chercheurs la semaine dernière, puisque ce que je vais présenter aujourd'hui sera principalement une redite de ce que j'y ai déjà présenté. Mais donc, pour commencer cette présentation, je vais tout d'abord expliquer brièvement ce que sont les métasurfaces dans le domaine qui nous intéresse. Alors, pour comprendre leur fonctionnement, je vous ai mis ici à droite quelques images MEB de plusieurs métasurfaces. Et donc, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'une métasurface, c'est en fait une couche planaire que l'on vient microstructurer, c'est-à-dire qui va être composée de très nombreuses structures élémentaires qui seront réparties de manière périodique ou non sur le plan. Et donc, l'intérêt de cette microstructuration, c'est que cela permet alors, d'un point de vue macroscopique, d'obtenir une surface avec des propriétés physiques qui seraient impossibles d'obtenir avec une couche homogène de matériaux classiques. Et dans le cas qui nous intéresse ici, les métasurfaces vont être éclairées par un faisceau de lumière et vont permettre donc d'un point de vue macroscopique de contrôler la lumière qui est diffractée ou réfléchie par la métasurface. En fait, d'une manière générale, ces métasurfaces qui sont donc situées entre deux matériaux volumiques vont permettre d'obtenir en quelque sorte une diffraction de la lumière à l'interface qui ne vérifiera pas les lois classiques de l'optique géométrique. Et donc, ces structures vont permettre, entre autres applications, l'obtention d'indices optiques effectifs négatifs, la réalisation de lentilles planaires permettant de focaliser la lumière incidente, ou encore la production d'hologrammes. Et donc, pour déterminer le design des métasurfaces, de nombreuses méthodes ont été développées, mais la plupart sont basées sur une approximation des métasurfaces comme étant localement périodiques. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, on considère que le comportement global de la métasurface peut être obtenu en étudiant indépendamment chaque cellule composant sa microstructure, en supposant en fait que chacune des cellules est entourée d'elle-même placée périodiquement. La méthode de design dite par changement de phase, par exemple, propose alors de placer côte à côte des géométries de cellules, de telle sorte à venir modifier la phase du champ électromagnétique après propagation dans les cellules, comme vous pouvez le voir ici à gauche. Et l'idée, c'est alors de dire que ces modifications locales de phase vont permettre d'obtenir globalement n'importe quel front d'onde pour la lumière en sortie, et donc de réaliser n'importe quel type de diffraction. Par exemple, ici, on voit qu'en ayant une modification de la phase qui est croissante, le champ électrique en sortie est comme si l'onde plane en incidence normale en entrée venait à être diffractée d'un certain angle en sortie. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une méthode qui permet de déterminer le design de ces mêmes métasurfaces, non plus à l'aide d'une étude uniquement locale des cellules, mais à l'aide de simulations complètes de la structure. Mais la difficulté ici, c'est que, comme vous avez pu le voir en introduction, les métasurfaces peuvent être composées d'un très grand nombre de cellules, et donc la simulation de toute cette microstructure est très coûteuse numériquement. Et donc, un moyen pour simplifier les simulations numériques, c'est d'essayer de ne pas considérer la microstructure, mais plutôt d'avoir recours à des conditions de saut particulières appelées GSTC pour conditions de transmission généralisées sur une surface. Alors plus précisément, ce que j'entends par là, c'est que normalement, on doit faire la simulation des équations de Maxwell que je vous ai réécrites et pour lesquelles on utilise habituellement des relations constitutives isotropiques liant les inductions D et B aux champs E et H, et ce par des susceptibilités qui E et qui M, qui vont donc avoir donc des valeurs qui seront différentes à l'intérieur et à l'extérieur de la microstructure. Et donc, de ces équations, on peut en déduire des conditions de saut que je vous ai remis en bas, qui nous donnent la continuité des composantes tangentielles de E et H et de la composante normale de D et B. Et ce que l'on cherche alors, c'est un domaine équivalent comme celui en haut à droite, dans lequel on va venir résoudre les mêmes équations de Maxwell, mais avec cette fois-ci des conditions de saut uniquement en Z égale à 0, qui seront différentes de celles précédentes et qui vont rendre compte de la microstructure qui est présente à l'interface. Et donc, d'un point de vue numérique, si on souhaite simuler par exemple la métasurface ici à gauche, eh bien, au lieu de se servir d'un maillage tétraédral avec des très petits éléments au niveau des cellules, puisqu'elles possèdent très souvent un fort indice optique, eh bien, on va avoir plutôt recours à un maillage complètement régulier avec par exemple ici en bas à droite des prismes.
Donc en résumé, cette méthode va nous permettre de grandement diminuer le nombre de degrés de liberté nécessaires à la simulation numérique d'une métasurface. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails aujourd'hui, même si vous pourrez me poser des questions dessus après. Donc, je vais directement vous donner l'expression de ces conditions de saut qu'il est nécessaire de considérer. Le seul point sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est que pour obtenir ces formules, il est possible de passer par un raisonnement qui est purement physique, en supposant que la métasurface étant très fine, on peut l'approximer par un Dirac et ainsi supposer que les champs et les propriétés matériaux peuvent se décomposer en une partie régulière et une partie singulière exprimée à l'aide de distributions de Dirac. Et en supposant alors, par exemple ici, que la métasurface est entourée d'air, pour simplifier les expressions, et que l'on connaît des susceptibilités équivalentes singulières qui permettent de rendre compte de la microstructure de la métasurface, eh bien, en injectant ces expressions dans les équations de Maxwell, on peut alors montrer que les champs doivent forcément vérifier ces équations dans lesquelles les sauts des composantes des champs ne sont plus égales à 0, mais maintenant reliés à leur moyenne à l'interface. Alors, ces conditions, on les a implémentées numériquement et je présenterai plus tard des résultats de simulation. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que pour l'instant, le raisonnement physique qui est donc classiquement utilisé pour déterminer ces équations présuppose connaître les susceptibilités équivalentes et ne donne aucune méthode permettant de déterminer, pour une structure donnée, les valeurs des susceptibilités associées. Alors, bien sûr, en pratique, on pourrait essayer de les trouver expérimentalement, mais ce serait alors assez peu utile pour nous qui essayent de faire de l'optimisation en avance, donc avant la fabrication. Par contre, une méthode qui est assez étonnamment, je trouve, très utilisée par les physiciens, c'est de venir déterminer les valeurs des susceptibilités que l'on devrait avoir en chaque position de la métasurface par inversion. Donc l'idée ici, c'est de venir restreindre le nombre de coefficients des tenseurs de susceptibilité qui sont inconnus en fixant un certain nombre à 0 de manière assez arbitraire. Et donc de cette manière-là, on peut avoir autant d'équations que de coefficients des susceptibilités qui sont inconnus. Par exemple, si on fixe qui m et qui e avec seulement deux termes diagonaux non nuls, alors on peut trouver leur valeur via les sauts et moyennes de E et H. Et donc, si on veut par exemple obtenir une métasurface qui va diffracter la lumière de 45 degrés, alors on prend E comme étant une onde plane en incidence normale en dessous et une onde plane tournée de 45 degrés au-dessus, et on détermine les valeurs de susceptibilité qui sont résumées dans ce tenseur ici en bas à droite. Mais le problème de cette méthode, c'est qu'en pratique, on ne sait pas trouver de matériaux ou des structures avec de telles valeurs, étant donné que celles-ci peuvent être complexes, comme vous pouvez le voir ici, donc avec de l'absorption ou de l'amplification de l'énergie, et en plus, localement, leurs valeurs peuvent tendre vers plus l'infini. Et donc, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est comment l'homogénéisation permet de déterminer les valeurs de ces tenseurs de susceptibilité singuliers pour une métasurface donnée. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec la théorie de l'homogénéisation, eh bien, résumé physiquement, c'est simplement une méthode mathématique qui permet de trouver justement les propriétés physiques équivalentes macroscopiques d'une forme microstructurée de façon périodique. Alors, un exemple typique de ce que permet de déterminer l'homogénéisation, c'est par exemple de trouver l'indice optique équivalent d'une structure composée ici, donc en bas à gauche, de barres verticales placées périodiquement. Et ce qu'on peut alors montrer, c'est que d'un point de vue macroscopique, c'est-à-dire quand la période est infiniment petite, alors le champ est toujours solution de la même équation de départ, donc ici l'équation d'Helmholtz, mais avec un indice effectif qui est cette fois-ci anisotrope et donné par cette expression, avec cette fois-ci selon x la moyenne de l'indice optique dans une cellule et selon y sa moyenne harmonique. Alors là encore, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails de calcul qui permettent d'adapter l'homogénéisation à des interfaces fines, donc sur des surfaces et non plus sur des volumes. Et pour ceux que ça intéresse, donc les principaux éléments du raisonnement sont décrits dans cet article de Christopher Holloway. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en appliquant l'homogénéisation, on retrouve les mêmes conditions de saut que celles qui ont été obtenues par le raisonnement physique un peu heuristique précédent, mais cette fois-ci, en comparant les expressions obtenues par ces deux méthodes, eh bien, on peut cette fois-ci donner les expressions analytiques des tenseurs de susceptibilité qu'on ne savait pas déterminer jusqu'à maintenant. Donc voilà en détail l'expression, par exemple dans le cas du tenseur de susceptibilité électrique, qui, comme vous pouvez le voir, est totalement anisotrope, même si en réalité, on peut en pratique grandement simplifier ses coefficients. Par contre, vous pouvez aussi voir que ces coefficients dépendent de la résolution de problèmes unitaires qui sont de type électrostatique et écrits en bas. Donc ce que cela veut dire pour résumer, c'est que si on souhaite simuler une métasurface qui est périodique, à l'aide des conditions de saut généralisées précédentes, alors on doit considérer ce tenseur de susceptibilité dont les valeurs peuvent être obtenues via la résolution des EDP écrites en bas. Et donc, une fois implémenté numériquement, voilà ce que l'on peut obtenir par exemple comme résultat. Donc ici, à chaque fois, je vous ai représenté pour différentes largeurs des structures au centre les résultats de simulation en considérant ou non la microstructure ou les conditions de saut équivalentes.
Et ce que l'on peut voir, c'est que l'approximation par homogénéisation a l'air de plutôt bien fonctionner, avec ici en haut des premiers résultats de simulation en 3D, et en bas en 2D pour une large métasurface avec un faisceau gaussien en entrée. Mais donc pour l'instant, l'homogénéisation n'a été appliquée qu'aux cas de métasurfaces qui sont complètement périodiques, ce qui limite pas mal leur utilisation en pratique. Et ce qu'on a alors commencé à regarder avec Agnès Morel et Kim Pham, c'est comment adapter l'approximation par homogénéisation dans un contexte quasi périodique. Alors pour faire ça, on utilise en réalité une sorte de métathéorème qui est communément accepté en homogénéisation volumique, même s'il mériterait donc une démonstration plus rigoureuse dans le cas de l'homogénéisation de surface. Et donc ce théorème, dans notre contexte, nous permettrait de dire que les conditions de saut sont toujours valides pour une métasurface quasi périodique. Par contre, les susceptibilités sont désormais variables et en tout point xy de l'interface, les susceptibilités devraient prendre comme valeur la valeur qui est associée à la géométrie en xy dans le cas périodique. Donc c'est ce que j'ai représenté ici en bas. Si vous avez une métasurface qui ressemble à ça avec différentes géométries de cellules, alors la susceptibilité équivalente sera désormais variable en fonction de la géométrie et calculée pour chaque cellule comme dans le cas périodique. Et puis donc d'un point de vue macroscopique, quand la période va tendre vers 0, cela reviendra donc à considérer des susceptibilités comme ici en bas à droite qui varient continuellement le long de l'interface. Et donc, ce résultat d'homogénéisation quasi-périodique fonctionne très bien en pratique, et c'est ce que je voulais vous montrer ici avec deux simulations. L'une en considérant la microstructure de la métasurface avec donc certaines largeurs arbitraires pour les rugosités à son interface, et l'autre avec les conditions de saut équivalentes. Donc là, encore une fois, on retrouve bien le bon comportement pour le shell électrique, que ce soit en réflexion ou en transmission après interaction avec la métasurface. Et donc, ce résultat précédent va nous permettre maintenant de simplifier grandement l'optimisation des métasurfaces, étant donné qu'il sera désormais possible de simuler son comportement global bien plus rapidement. Donc, pour bien comprendre comment fonctionne alors l'optimisation, on va reprendre le cas 2D des simulations précédentes. Dans ce cas-là, on a des cellules qui sont simplement des rectangles et qui sont entièrement caractérisées par leur largeur ρ. Et pour n'importe quelle largeur, on sait alors calculer les tenseurs équivalents par la résolution des EDP de type électrostatique que je vous avais présenté sur une cellule unitaire. Et si on a alors une fonction ρ qui est cette fois-ci continue, qui va donc dépendre de la position sur l'interface et qui représente macroscopiquement les variations locales de largeur des cellules, c'est-à-dire en fait leur densité, alors on sait lui associer par discrétisation une vraie structure de largeur de cellule état qui sera donc très petit et dont le comportement sera très proche de celui que l'on obtiendrait avec les conditions de saut en considérant la fonction continue ρ. Et donc ce que cela veut dire, c'est que pour optimiser une métasurface, au lieu d'optimiser les n paramètres discrets géométriques des cellules, donc en effectuant des simulations du champ électrique avec la microstructure, eh bien, on peut au contraire considérer uniquement la fonction de densité ρ en effectuant des simulations du champ électrique avec les conditions de saut équivalentes, qui est donc plus rapide à simuler. Autrement dit, on peut considérer donc ce problème d'optimisation dans lequel on cherche à miser une fonctionnelle J dépendant de la densité ρ. Et pour minimiser ce problème, on peut utiliser une méthode de gradient, par exemple, qui passe donc pour cela par la détermination d'un état adjoint. Alors, comme la détermination de l'état adjoint, c'est quelque chose qui est juste calculatoire, je vais passer sur son explication, et j'ai plutôt terminé cette présentation en vous montrant un résultat d'optimisation obtenu avec cette méthode en 2D pour l'optimisation de lentilles. Alors ici, on va venir injecter une onde gaussienne en bas, et notre but, c'est de trouver des designs qui vont venir faire converger la lumière au-dessus de la métasurface en certains points focaux. C'est-à-dire finalement maximiser l'intégrale de la norme au carré du champ dans une boule située au-dessus de la métasurface. Alors, on commence avec une certaine distribution de la fonction de densité ρ que j'ai mis en bas et qui initialement vaut 0,5 partout. Ça veut dire que chaque cellule unitaire est remplie à moitié des rectangles des cellules. Alors, on calcule alors le gradient de notre fonction objectif et on modifie alors ρ avec ce gradient de manière itérative. Donc, au bout de plusieurs itérations, on obtient ce résultat intermédiaire. Et puis enfin, à convergence, ces résultats ici, pour lesquels on a bien le comportement attendu, c'est-à-dire que la lumière est bien focalisée là où on le souhaitait. Mais ce qui est plus intéressant encore, selon moi, c'est que l'on peut obtenir pour chacune des fonctions ρ précédentes une vraie métasurface dont le comportement est proche de celui obtenu avec les conditions de saut. Donc, ce que je vous ai représenté ici, c'est pour les trois cas précédents, les géométries que l'on obtient et les champs électriques en considérant donc cette vraie microstructure. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on obtient donc à peu près le même comportement. Donc, on a bien ici une méthode qui permet d'optimiser des métasurfaces qui sont de très grande taille en utilisant des simulations directes de la métasurface totale au lieu d'un raisonnement qui est purement local. Et donc, ce raisonnement global ne pourrait
pas vraiment se faire de manière raisonnable en considérant la microstructure entière, surtout si on était en 3D. Donc voilà pour ma présentation. Donc pour résumer un peu tout ça, comme vous avez pu le remarquer, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était plutôt insister sur la méthodologie globale et non pas les résultats mathématiques démontrés. L'idée ici, c'était de partir d'une méthode physique à base de décomposition sous forme de Dirac pour trouver des conditions de saut équivalentes, mais avec des paramètres physiques que l'on ne sait pas déterminer. Montrer ensuite que par homogénéisation, on peut en réalité les obtenir en résolvant des EDP auxiliaires sur des cellules unitaires. Et enfin, qu'en utilisant un résultat d'homogénéisation quasi-périodique et une méthode d'optimisation très simple par gradient, on peut optimiser des métasurfaces. Donc aujourd'hui, toute cette méthode a été implémentée et donne des résultats que je trouve assez convaincants numériquement, bien que pour l'instant uniquement en 2D pour l'optimisation. Alors, bien sûr, à partir de là, beaucoup de perspectives sont ouvertes, que ce soit mathématiquement pour prouver rigoureusement tous les résultats que je vous ai présentés, mais aussi numériquement, car pour l'instant, toutes mes simulations ont été faites par éléments finis, mais on peut comprendre assez facilement que l'utilisation de méthodes modales, par exemple, pourrait être bien plus adaptée. Donc, pour le comprendre, le but final ici, ce serait par exemple de considérer le cas extrême de métasurface avec une microstructure qui est périodique selon une direction, ce que vous pouvez voir ici à gauche, et qui nécessite normalement une simulation 3D d'une période. Dans ce cas-là, l'homogénéisation permet de se ramener à des matériaux équivalents qui sont invariants dans cette même direction, et donc de se ramener à une simulation qui est 2D. Et donc enfin, étant donné que les matériaux qui sont au-dessus et en dessous de l'interface sont homogènes, on peut ne considérer que la métasurface qui est donc 1D et sur laquelle on va résoudre le champ électrique décomposé par exemple sur une base de Fourier pour les méthodes modales. Donc ici, en théorie, ça permettrait de passer d'un problème qui est 3D à un problème simplement 1D, ce qui serait quand même un très gros gain. Et puis enfin, une dernière perspective qu'on a là aussi commencé à étudier et qui est le cas de métasurfaces dites conformes, c'est-à-dire courbes et non plus planaires. Donc, ce qu'on a commencé à montrer numériquement, et qui se devinait assez bien d'un point de vue optique géométrique, c'est qu'une métasurface en arc de cercle, comme vous pouvez le voir, permet de limiter les aberrations optiques. C'est-à-dire qu'ici à gauche, lorsque l'on envoie une onde en incidence normale et qu'on a des métasurfaces qui viennent faire converger la lumière, eh bien, sans aucune modification de leur design, donc sans modification de leur microstructure, eh bien, si on vient changer l'angle d'incidence en entrée, eh bien, la lumière est toujours focalisée correctement dans le cas d'une interface courbe, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une interface planaire. Donc voilà une autre perspective qui est intéressante, et donc je vais finir ma présentation là-dessus. Merci de votre attention.